L'Institut Curie est le premier centre français de lutte contre le cancer. C'est un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers, y compris les plus rares, et un centre de recherche d'excellence et de renommée internationale sur le cancer. 87 équipes de recherche, 1300 chercheurs de 78 nationalités différentes travaillent à faire progresser la connaissance du vivant et des dérégulations à l'origine des cancers. Mais qui sont-ils ? Qui sont ces femmes et ces hommes de science qui cherchent à développer de nouvelles thérapeutiques pour mieux lutter contre le cancer ? Tête chercheuse est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et chercheurs de l'Institut Curie qui ouvrent la voie à de nouvelles connaissances et donnent à entendre la complexité du vivant. Manuel Rodrigues est oncologue spécialisé dans la prise en charge des patients atteints de cancer oculaire et gynécologique. Depuis quelques mois, il est aussi chef de l'équipe de recherche réparation de l'ADN et mélanome uvéal à l'Institut Curie. Manuel Rodrigues est un homme surprenant. Quand je suis arrivée dans son bureau, il était en train d'arroser ses plantes avec une grosse seringue. Nous avons donc commencé notre entretien en parlant de botanique. Mais alors, en fait, c'est un petit jardin, votre bureau, c'est ça qu'il faut voir. Oui, c'est visible. Un petit jardin qui est en train de se réveiller, c'est le printemps. Des petites fleurs, petites pousses qui est en train de sortir là. Les petites pousses, ça c'est facile, le pothos. Et là, c'est mon cactus de Noël qui enfin fait des pousses parce qu'il m'a donné du boulot celui-là. Il a perdu beaucoup de feuilles, enfin ça fait un bon moment que je l'ai là et ça y est, enfin il commence à partir. Je pense qu'enfin il a trouvé l'endroit où il est content. Mais pourquoi vous n'avez pas fait de botanique ? C'était pas du tout, non, c'est juste une occupation pour apaiser, pour l'ambiance. Ça apaise le bureau, dans tout ce qui tourne, tous les mails, dans tous les sens, les appels, tout, ça apaise. Et la nature, c'est ce que ça nous apporte, le temps long, les petites pousses, être content parce qu'après un an, ça y est, il y a une petite pousse, un petit rameau en train de sortir. C'est ça qui est beau. Ah oui. Bon là c'est beaucoup plus banal. Là c'est du genêt. Ouais. J'ai une petite passion pour le genêt. Donc, pourquoi ? Parce que le genêt, c'est la plante qu'il y a dans mon village au Portugal, là d'où viennent mes parents et mes grands-parents, et qui recouvre le maquis très rocailleux, très chaud, très sec. Et c'est cette plante-là qui est accrochée partout dans la terre, qui est vraiment enracinée, et qui, au printemps, justement, recouvre la montagne de petites taches jaunes. Et donc j'aime bien le genêt. J'en ai à moi-même un sur mon balcon. Mais ça, c'est tout bêtement du liseron. Mais j'aime bien, je trouve ça assez joli, la petite corolle. J'ai vu beaucoup de bureaux de chercheurs. Le vôtre est singulier quand même. Mais justement, c'est pour sortir de la conformité, mais de la répétition des mêmes bureaux blancs, carrés, qui se ressemblent tous. C'est le personnaliser pour s'y sentir chez soi, et surtout pour que les autres aussi qui veulent venir se sentent un peu chez eux aussi, et paisibles, et pouvoir discuter, ça lance des conversations. Là, vous lancez des conversations sur les plantes, ce qui n'est pas le cas le plus fréquent. Parfois, c'est sur les petites plantes comme ça, effectivement. Le terrarium a son succès, parce qu'en plus, vous pouvez chercher des petits personnages cachés dedans. Parfois, c'est les livres, parfois, c'est d'autres sujets qui permettent d'entamer la discussion. Parfois, c'est les petits trucs là, les petites choses diverses et variées. Ça lance la conversation, ça fait parler d'autres choses, et ensuite, on parle des choses sérieuses. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Exactement. On est en train de parler de ça. On ne s'est même pas encore assis qu'on est en train de parler de ça. Non, mais ça va être formidable, notre discussion. Voilà. Vous voulez qu'on se mette là ? Les plantes avaient été arrosées, nous allions pouvoir passer aux choses sérieuses. J'imaginais que nous allions parler de cancer, mais non. Nous avons commencé par parler de littérature. À droite du bureau de Manuel Rodrigues, il y a une étagère remplie de livres. Manuel Rodrigues est amateur de lecture, les romans nourrissent son travail d'oncologue. Monterland, Zweig, Camus, Le Mage du Kremlin, Giuliano di Empoli, Houellebecq, c'est ça, Hugo, Le dernier jour du condamné. Ah oui, Marc Aurèle, Pensée pour soi. Il y a Solzhenitsyn, Le pavillon des cancéreux. C'est quand même une très belle bibliothèque, petite mini-bibliothèque entre Roth, Solzhenitsyn et Camus. Il y a des livres
pour le plaisir là-dedans. Et Et puis, il y a des livres aussi que j'utilise pour des cours. Donc en particulier, tous ces livres-là, donc là il y a Tolstoï, et il y a des livres sur l'annonce du cancer, sur comment bien annoncer, celui-là qui est excellent. Et justement le pavillon des cancers, ça c'est plutôt sur les aspects éthiques et sur les aspects de comment on vit l'annonce du cancer. Et c'est là-dessus qu'on a Solzhenitsyn, c'est là-dessus qu'on a justement Tolstoï. ah, dans Tolstoï, dans La mort d'Ivan Ilitch. Ah bah oui, il est formidable ce livre, incroyable. C'est une nouvelle, c'est une simple nouvelle, mais il est merveilleux, merveilleux. C'est fou comment il arrive à entrer dans la tête de cette personne à qui on annonce le cancer et comment il explique, comment il décrit chaque étape petit à petit. Et comment il explique aussi le vécu des gens tout autour, parce que ça commence avec l'enterrement d'Ivan Ilitch, et donc tout son entourage, et l'entourage qui eux-mêmes se met dans l'illusion de eux, ils vont pas mourir. Et ça, c'est formidable. Et ça vous a aidé à réfléchir à comment annoncer aussi les choses. Vous avez travaillé là-dessus, réfléchi sur quel mot employer. Oui. En fait, c'est un moment difficile. Je ne sais pas à quel point il est vraiment difficile. C'est un moment humain, c'est un moment réel, où on est ancré dans le réel. On perd les faux semblants. C'est en ça où justement Camus peut être aidant là-dessus. Mais c'est un moment de rencontre avec l'individu en face, l'individu qui a un cancer. Et en fait, certes, il y a quelques années, quand moi je me formais, il n'y avait pas de formation à comment on annoncer un cancer. Maintenant, il y a des formations avec des acteurs qui sont là pour nous aider. Mais je pense qu'il y a un vrai domaine de recherche là-dessus, de savoir quels sont les mots à utiliser, comment on s'adapte à la personne qu'on a en face, à ne pas avoir de stéréotypes. Et justement, en lisant, vous voyez les différents mécanismes, les différentes façons de répondre à ce stress immense, affronter le réel et affronter l'idée de la mort avec laquelle on essaie d'oublier au quotidien. Et en anticipant ça, en comprenant ça, on comprend aussi les réactions des individus qu'on a face à nous et on s'adapte. On adapte nos mots et on vit la chose différemment. Mais je crois vraiment qu'il y a tout un champ qu'on n'explore pas assez, même de la consultation globalement. La consultation, c'est pas juste comment on va prescrire une chimiothérapie. Prescrire la chimiothérapie, c'est le niveau de base quand on arrive jeune interne. C'est ça qu'on a comme bagage de base. Les années qui viennent derrière, et en particulier quand on est senior, c'est justement sur comment on a tout cet art de la pratique. La partie scientifique, on l'a acquise. L'art arrive après. Et ça, c'est pas enseigné ? L'art de la consultation ? Ce sera un joli titre de... L'art de la consultation, c'est pas vraiment enseigné. Et pourtant, c'est passionnant. Pourtant, c'est passionnant. La façon dont on se tient, la façon dont on s'habille, la façon dont on utilise les mots. Le langage non verbal est extrêmement intéressant et pas du tout exploré. Et beaucoup de patients parlent de la façon dont on s'est tenu et des blancs qu'on a mis en place dans la consultation. La façon dont on a hoché la tête, la façon dont on a réagi ou non à un scanner. Et donc tout cet art du non verbal et en même temps du verbal avec les bons mots à bien choisir. Il y a des choses passionnantes aussi, les patients qui, un an après, nous disent « Je me rappelle bien de votre consultation il y a un an, vous m'avez dit ce mot-là ». Et les patients souvent retiennent un mot de la consultation et pas forcément celui sur lequel on voulait insister. Ça veut dire que vous faites attention à tous vos gestes ? Oui. Vous pensez vos silences ? Je pense totalement mes silences. Mes silences ne sont pas du tout... je pense encore, parce que vraiment, elle m'a dit ça il y a peu de temps. Ma collègue m'a dit « J'ai récupéré ta patiente après et elle était effondrée parce que tu as laissé un silence au moment de répondre à ses questions. » Et elle s'est dit « Ça veut dire que c'est pas bon du tout. » Et c'était exactement le message que je voulais passer, mais sans avoir des mots qui auraient pu être plus durs. Le simple fait de montrer une hésitation, un temps de silence, c'est de montrer qu'on est embêté. Vous voulez pas qu'on s'assoie ? Si. On était parti pour visiter l'autre bureau, mais sinon on peut s'asseoir. Je ferme là. Nous nous sommes donc assis dans ce petit bureau-jardin dont les fenêtres donnent sur la bouche d'aération et la cage d'escalier du pavillon Trouillère-Rossignol de l'Institut Curie. Nous avons encore échangé quelques mots sur la littérature russe et sur le roman Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov que Manuel Rodrigues aime particulièrement. J'avais remarqué aussi un ouvrage du grand écrivain portugais Lobo Antunes. J'avais oublié qu'Antonio Lobo Antunes était aussi médecin. Et vous n'êtes pas d'une famille de médecins ? Ah, du tout. Du tout. Il n'y a personne dans la famille qui s'approche de quoi que ce soit de médecin. Non, mes deux parents viennent d'un petit village au Portugal, au fin fond dans le nord-est, au plus loin possible. C'est une région même qui s'appelle Derrière les montagnes.
C'est vraiment, on passe les montagnes et là on se retrouve dans une région qui semble désertique. En fait, c'est quelques petits villages paumés. Et eux, c'est un village complètement paumé dans une vallée entourée de montagnes. Et mes grands-parents aussi. Parmi mes arrière-grands-parents, je me demande s'il n'y en a pas un qui vient du village d'à côté quand même. Mais si on remonte à 5 ou 6 générations, c'est le même village et les villages tout autour à 15 km. Et vous êtes né là? Non, vous êtes né en France? Non, je suis né en France. Je suis né en France. Et mais vous y alliez tous les étés quand vous étiez J'y allais tous les gamin? étés jusqu'à récemment, ouais. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que donc vous avez une double culture à laquelle vous êtes attaché, et que en tant qu'oncologue et chercheur, c'est aussi une double culture. C'est-à-dire que vous êtes à chaque fois dans des histoires de double culture. Est-ce que ça marche de dire les choses comme ça? C'est une excellente analogie, c'est exactement ça. C'est exactement ça dans le sens où là, on est en France, on est dans mon bureau et on parle du Portugal. Et si je suis au Portugal, je vais parler de la France et de comment ça se passe là-bas. C'est cette double culture de quand on est dans un autre endroit, on va parler de l'autre racine. Et médecin-chercheur, c'est exactement la même chose. Quand je suis à l'hôpital, je parle de ce qui se passe en recherche, de ce qui est fait en recherche qu'on pourrait appliquer à l'hôpital. Et quand je suis à la recherche, je parle de comment ça se passe à l'hôpital, qu'est-ce qu'il y a comme avantage, qu'est-ce qu'on pourrait faire entre les deux. Donc oui, c'est exactement le même genre de culture, avec le même défaut parfois aussi dans l'autre sens, c'est qu'on se sent moins complètement intégré dans un groupe parce qu'on a cette double culture. Mais ça apporte une richesse quand même. Le bureau jardin de Manuel Rodrigues jouxte son laboratoire de recherche. Sur un de ses murs, il a collé 2 cartes postales. Une reproduction d'une peinture de Pierre Soulages, une autre de Dennis Hopper, et à côté, une photo de son équipe de recherche, dite la Drum Team. Et ça, c'est votre équipe? C'est une partie de l'équipe, oui, tout à fait. C'est une photo. À chaque jonquille, c'est l'espoir qui gagne. On est 8. Il y a une très belle ambiance avec. C'est vrai? Ah ouais, excellent. C'est majeur. C'est le plus important. C'est vraiment le premier point, à titre personnel, hein, dans la question du recrutement et des personnes qui viennent. Avant même de se poser la question de leurs compétences scientifiques, c'est de savoir comment ils vont rentrer dans l'équipe en termes de personnalité. Alors, sur quoi portent vos recherches? L'équipe porte depuis maintenant quelques années maintenant un nom qui s'appelle la Drum Team, avec un petit jeu de mots sur la Dream Team. Donc DRUM, pour dire DNA Repair, Uveal Melanoma. Donc c'est de la réparation de l'ADN et du mélanome uvéal, le mélanome de l'œil. Donc ce sont les 2 grandes thématiques. Sur la réparation de l'ADN, en fait, c'est quelque chose qui était là avant que j'arrive dans cette équipe et qui se poursuit. Mais je ne savais pas qu'on pouvait réparer l'ADN, par exemple. En fait, c'est phénoménal l'ADN parce que vous avez sur quelques micromètres une pelote d'ADN qui doit faire à peu près 2 mètres, qui est complètement enroulée et qui doit parfois même se multiplier vite dans certaines de nos cellules normales ou dans les cellules cancéreuses. Donc il faut défaire ces 2 mètres, tous les nœuds, et ensuite tout reconstituer pour pouvoir le dupliquer et le départager en deux cellules. Et donc au contraire, c'est plutôt, on n'arrive même pas à comprendre comment on peut réparer aussi vite, comment ça peut ne pas casser tout le temps. Et dans certains cancers, en fait, un des mécanismes de la réparation d'ADN va être déficient. Et là, vont s'accumuler des erreurs. Des erreurs qui vont souvent détruire la cellule et parfois, en fait, donner un avantage de prolifération, de croissance de la cellule qui va donner de l'agressivité à cette tumeur. Et en fait, depuis très longtemps, on savait reconnaître les grandes cassures de l'ADN et maintenant on s'intéresse aux petites anomalies de l'ADN. Et ça, c'est très 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 important puisque quand vous analysez l'ADN d'une tumeur, que vous repérez ces cassures, nous dans l'équipe, on est capable de savoir, en fonction de la forme de ces cassures, quel est le mécanisme de réparation qui est déficient. Et ça a l'air dans l'espace et ça a l'air de ne servir à rien, mais en fait si, parce que derrière, on a des traitements extrêmement efficaces pour certains types de situations, certaines situations de déficience. Manuel Rodrigues anime une équipe de chercheurs qui a déjà une longue histoire de travaux sur les signatures de l'ADN. Ces empreintes caractéristiques qui permettent de reconnaître le type de cassure de l'ADN à l'origine des tumeurs et en particulier de certains cancers du sein et de l'ovaire. L'une de ces signatures est aujourd'hui utilisée dans le monde entier. Il y a un autre aspect qui est plus récent en réparation de l'ADN, et ça vient de découvertes qu'on a faites. C'est là, on n'est plus sur la cassure, mais sur la petite base, la lettre dans l'ADN.
parce que 2 mètres, c'est impressionnant, mais quand on pense qu'il y a 3 milliards de bases fois 2 en termes de lettres à recopier à chaque fois qu'on va dupliquer sa cellule, sans faire d'erreur, alors là, c'est absolument incroyable que ça se passe bien. Parce que le problème, c'est que s'il y a une erreur, ça peut modifier complètement la cellule. C'est comme un grand livre de recettes, si vous voulez. Dans cet immense livre de recettes, si vous vous trompez dans un espace, dans une ponctuation, dans une virgule, dans un point, il ne va pas se passer grand-chose. Si vous vous trompez en enlevant le E de farine, quand on va lire, on va bien reconnaître que c'est 500 grammes de farin, c'est la farine, on reconnaît bien. Par contre, si le 500 grammes, c'est le 0 qui saute et qui devient 50 grammes, là par contre, ça aura des conséquences importantes. Donc, quand on recopie ces milliards de lettres... C'est-à-dire ACTG. ACTG, parce que c'est ça les lettres voilà. De l'ADN. C'est ça les lettres de l'ADN. Ces 4 lettres-là qui sont répétées des milliards de fois, et il ne faut surtout pas se tromper dans le sens de ces lettres, ou qu'on en oublie, ou qu'on en rajoute entre autres. Parce que ça peut avoir des conséquences importantes. Eh bien, encore une fois, dans les mécanismes de la cancérologie, il y a des déficiences, non pas pour réparer les grandes cassures, comme on a pu en discuter, mais pour réparer aussi ces petites anomalies. Ça peut arriver. Et ça peut donner ce qu'on appelle des mutations, ce qu'on appelle communément des mutations quand on a une base sur laquelle on se trompe. Et donc ça peut être dû soit à ce à quoi on est exposé, le tabac par exemple, le soleil, soit à des mécanismes à l'intérieur de la cellule, des mécanismes qu'on va dire intrinsèques. Et donc, sur ces 10 dernières années, on s'est mis à analyser l'ADN des tumeurs de façon routinière. Maintenant, en fait, on a atteint un niveau de compréhension de ces anomalies-là qui nous fait reconnaître, quand on lit une tumeur, cette tumeur-là, elle est due aux ultraviolets du soleil. Cette tumeur-là, elle est due au tabac. Cette tumeur-là, elle est due à, par exemple, une déficience dans les mécanismes de la réparation de tel type. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est très compliqué, parce que c'est souvent pas un mécanisme en cause, mais plein de mécanismes en cause. Et donc, pour faire ce genre de choses-là, on fait un peu comme de l'analyse de signal de son, l'analyse de la musique ou de l'image. On va essayer, comme quand on écoute de la musique, comme quand on analyse un son ou un bruit, de savoir quelles sont les différentes sources et qu'est-ce qui a entraîné ce bruit. C'est ce qu'on appelle, d'un gros mot, la déconvolution. Et bien là, c'est pareil. On a des chercheurs ici dans l'équipe qui vont pouvoir, en lisant ce grand bruit, savoir d'où vient le signal et comprendre, dans cette tumeur-là, il y a un problème de réparation de tel type. Et quand on sait qu'on a un problème de réparation de tel type, on peut donner tel traitement. Manuel Rodrigues est chef de l'équipe de recherche réparation de l'ADN et mélanome uvéal. Son équipe travaille donc sur plusieurs thématiques, d'une part les cassures de l'ADN et d'autre part sur le mélanome de l'œil. Mais leur direction est commune, c'est-à-dire que les recherches des uns nourrissent celles des autres. Et il y a un gros axe très important pour nous, où plusieurs personnes travaillent, qui est ce qu'on appelle la modélisation. La modélisation, c'est-à-dire créer du cancer de l'œil dans des boîtes de pétri, dans des petites boîtes en plastique. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est comment on traite ces cancers de l'œil. On va essayer le plus possible de conserver l'œil quand même. Donc le plus possible, on va faire soit de la curéthérapie, donc on applique sur l'œil des sources radioactives pour détruire le cancer qui se trouve juste derrière, soit de la protonthérapie, quelque chose de très technique, une radiothérapie très technique qu'on fait sur le campus d'Orsay, où on va lancer des protons très rapides sur la tumeur, et on va brûler juste la tumeur, pas l'œil. Mais parfois, il faut qu'on enlève l'œil, quand c'est trop gros. Et donc ça, c'est pareil, ça, on a besoin d'un petit fragment pour faire le diagnostic, mais tout le reste, on pourrait le jeter à la poubelle, comme on fait souvent à l'hôpital. Eh bien, nous, on le récupère. On récupère, on prend d'un côté le cancer de l'œil qu'on va mettre dans une boîte de pétri, entre guillemets, pour justement le cultiver, pour pouvoir en avoir plus pour les prochaines années, pouvoir tester des médicaments dessus. Mais en parallèle, on va prendre à l'autre bout de l'œil sain. Et c'est là où ça devient technique, et c'est là où ça devient passionnant, c'est qu'on va récupérer les quelques mélanocytes, ces cellules très particulières qui vont donner ce cancer de l'œil, et on va essayer de les amplifier, les transformer pour le transformer en cancer. Et on va essayer de le transformer en différents types de cancers de l'œil. Et ça, c'est très technique, très difficile, mais si on y arrive, ça nous ouvre, pour nous et pour nos collègues dans le monde entier, des perspectives immenses en termes de recherche. Vous êtes beaucoup à travailler là-dessus dans le monde ? En mélanome de l'œil, non. On n'est pas beaucoup d'équipes, ce qui donne aussi une responsabilité à mon sens. C'est-à-dire que
On n'est pas beaucoup d'équipes dans le monde, mais il y a quand même des patients. Donc il faut qu'on puisse avancer, il faut qu'on puisse travailler dessus. Il ne faut pas que demain on arrête de travailler sur ce cancer-là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres qui vont pouvoir prendre le relais. Le cancer du sein, il y a beaucoup de monde qui travaille dessus, mais un cancer de l'œil, non, il n'y a pas grand monde. Vous voulez un café ? Oui, je veux bien. Nous avons donc bu un café avant de reprendre notre discussion. Dans le prochain épisode du podcast Tête chercheuse, il sera question de compassion, de guérison et d'humanité. Tête chercheuse est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et chercheurs de l'Institut Curie, qui ouvrent la voie à de nouvelles connaissances et donnent à entendre la complexité du vivant. Tête chercheuse est un podcast réalisé par Claudine Guebord, mixé par Benjamin Touron et écrit par Zoé Varier. Musique originale Alice Anne Brassac, production Chloé Tavitian.